Hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Ego, take a seat, non? Kouam Koudoudou Lak. God is the greatest man. Finish it. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Entrepreneur. Businessman. Philanthrope. Et ça, c'est fondamental chez nous. Kader Djaouné chez We Hustle. Take a seat, Kader. ego. Ça va? Impeccable, mon frère. Et toi? Comme impeccable, frérot. Tout va bien? Alhamdulillah, et toi? Magnifique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Tu nous fais du bien et il fallait que le monde te découvre. Ouais, merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs de We Hustle? Ouais, bien sûr. Kader Djaouné, patron d'African Group, cofondateur de African Fusion et Jam. Du coup, ça fait à peu près depuis 2011 qu'on a lancé la première chaîne de restauration africaine qui est African Fusion. Et aujourd'hui, voilà, on développe. Et je suis aussi le président de l'UMBA, l'Union des métiers de bouche africains, qui réunit les plus gros acteurs de l'afro-food en France. Voilà. Magnifique, Kader. On va retracer le parcours, forcément. Avec plaisir. Retracer la petite vie. Et tu sais qu'ici, on aime bien aller en profondeur. Profondeur. D'où tu viens? Ouais. Bah, du coup, origine plutôt ou Où est-ce que tu as grandi déjà? Pardon. dans le 19e arrondissement à Place des Fêtes. Mhm. Donc, nous, on est du 75019. Aïe, aïe, aïe. C'était ce qu'il y avait derrière nos t-shirts. Place des Fêtes. Du coup, voilà, j'ai grandi là-bas. Grandi jusqu'à maintenant. J'y suis encore en vrai, hein, quasi souvent. Donc, voilà. C'est très bien. Donc déjà, moi, je veux savoir, c'était quoi l'ambiance même au sein du foyer? Vous étiez combien d'enfants? Ou du moins, vous êtes combien d'enfants? D'accord. Du coup, l'ambiance au sein du foyer, ma mère nous a élevés très tôt seuls, parce que mon père est décédé quand j'avais l'âge de 5 ans. Paix à son âme. Donc, du coup, paix à son âme. Et du coup, on était 5 enfants ici. Après, on a des frères et sœurs au bled. Du coup, ici, je suis l'aîné d'une fratrie de 4 frères et d'une sœur. Très bien. Voilà. Et il n'y a pas eu de figure paternelle après le départ de ton père? Il y a eu une figure paternelle, il y a eu mon beau-père qui était là. Et ensuite, pareil, ça ne l'a pas fait. Donc, du coup, ma mère, elle a divorcé. Donc, du coup, c'était vraiment aujourd'hui, on va dire, l'éducation, c'est vraiment a été portée par ma mère. On l'embrasse, la tata. Très fort. Et moi, je veux savoir, Frangin, parce que là, tu as vécu uniquement avec la maman, mais en termes de revenus, de rémunération, etc., je sais pas, je me trompe probablement, mais vous avez vécu grâce aux aides. Mhm. Il y a eu tout ça, tout ce système-là qui vous a accompagné à vous élever, Ouais. tout en sachant que vous avez vécu à Paris intramuros, tu sais. Nous, étant donné qu'on vient de banlieue de Sarcelles, on pense que les Parisiens sont facilités sur tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux, pardon, parce que il y a les bonnes écoles à côté, on se dit qu'ils sont avantagés. Mhm. J'ai raison. L'idée, c'est que aujourd'hui, effectivement, nous, ma mère, elle a vécu des aides. Clairement, ma mère, elle est partie au Resto du Cœur. Ma mère, elle était au DAL, droit au logement, parce qu'il fallait que, arrivé à un moment donné, qu'on trouve un endroit décent où se loger. Et là où on était au départ, c'était trop petit. Donc du coup, c'est pour ça, après, on a déménagé, on a habité dans le 20e, vers rue d'Avron. Mais pendant longtemps, c'était la galère. C'était une galère. Donc, c'était un combat de tous les jours pour elle.
Nous, ma mère, elle a été amenée à dormir dans les tentes pour manifester pour le droit au logement. Donc, non, je pense que c'est vrai que c'est une vision banlieue Paris, où effectivement, on s'imagine qu'à partir du moment où on a grandi du côté parisien, on a des facilités plus. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Il y a réellement, en fait, ceux qui ont à Paris, et il y en a, et ceux qui se débrouillent à Paris, comme en banlieue. Et finalement, l'histoire du périphérique, le passage, il est mince. Mhm. Il est très mince. Et c'est quoi le CV scolaire? CV scolaire. Donc, du coup, moi, à la base aussi, très tôt, du coup, ma mère, pour pouvoir gérer, nous a mis à l'internat. D'accord? Donc, quand je dis très tôt, ça a été plutôt à cause de bêtises dues au collège, à Guillaume Budet, à Place des Fêtes. Arrivé à un moment donné, on est venu voir ma mère, on lui a dit, écoute, il est très mignon, le garçon. Il n'est pas plus trop con. Il se débrouille bien. Si vous voulez pas que sa scolarité soit complètement foutue, on vous conseille de plutôt l'emmener en internat. Donc, ce qui a été le cas pour moi, c'est-à-dire que moi, à partir de la 3e, j'étais en internat. Notamment au début, c'était dans le 91 à Montlhéry. Et ensuite, ça a été à Bagneux, jusqu'à quasiment la fin de ma scolarité. Et du coup, le parcours, j'étais plutôt un bon élève. Sincèrement, je suis quelqu'un qui, une fois que j'écoutais en classe, en tout cas, et que j'essayais pas de faire autre chose, de faire rire les gens, bah, je me débrouillais assez bien. Réellement, j'avais pas foncièrement de problème, de difficulté à comprendre ou à saisir les notions scolaires. C'était pas trop problématique pour moi. Excellent. Et du coup, quel diplôme tu as eu? Ben ensuite, on est passé bac. Après, derrière ça, on est parti en NRC, négociation relations clients. Je connais très bien. Et du coup, ça m'a pas du tout plu. Et j'ai stoppé l'école. En bac plus 2? Ouais, avant même. Ah, juste avant? Ok. Juste rentrée d'école, bac plus 1. Du coup, rentrée d'école, ça y est. Pour moi, le business a pris le dessus sur le fait d'aller à l'école. Très bien. Et est-ce que très tôt, tu as eu conscience, étant donné que tu es l'aîné de la famille, tu as eu conscience que tu allais avoir beaucoup plus de responsabilités dues au départ du papa déjà dans un premier temps et du beau-père juste après? Ouais, la conscience, elle est arrivée très rapidement. Parce que, obligatoirement, ma mère, elle avait besoin de s'appuyer. C'est logique. Donc, du coup, très rapidement, on prend conscience et on te fait comprendre, tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple, tu dois t'occuper de tes petits frères, tu dois aider, tu dois. Très, très rapidement, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous vient comme un poids dessus et qu'on doit se dire, bon, bah oui. Et finalement, on est fiers de le faire au départ, d'aider sa mère, de voir que quand elle dit merci, d'aller au bout de ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement une conscience qui m'a été donnée très jeune. Magnifique, mon frère. Et comment est née ton ambition déjà dans un premier temps? Je pense que la naissance de l'ambition, comme on dit bien souvent, c'est quelque chose qui démarre des questions que tu viens de poser. Quand on n'a pas eu beaucoup, quand on était enfant, quand on a très envie d'aider très rapidement les siens, quand on a envie de se sortir d'une certaine situation et de proposer mieux, de monter, entre guillemets, l'ascenseur social dont on parle, monter au niveau des étages. Je pense qu'on a très rapidement cette notion, cette envie de faire quelque chose, d'y arriver en tout cas. Ça devient quelque chose qui reste un axe très important dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on y va avec une certaine niaque, avec une certaine envie. Et du coup, c'est une envie qui n'est pas liée que à soi, c'est une envie qui est liée de manière générale à nous et à notre famille et à ceux qui sont autour. Très bien. Mais tu sais, pour commencer une affaire, il faut quand même des fonds. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as fait juste après les études? Ouais. Bah, du coup, juste au moment où je te disais, je rentre en NRC, j'ai un ami à moi qui a son père qui est dans le bâtiment. Et du coup, une ou deux fois, il nous disait de venir l'aider. Voilà, si vous voulez un petit billet, donc alors on y va. Et nous, tout d'un coup, on lui dit, ouais, ce qu'on veut, nous, c'est une entreprise, c'est une société. Nous, on veut pas que tu nous payes. On veut avoir du business. Et il nous dit, ah bon, d'accord, très bien. Je vous envoie chez le comptable. Tenez, à l'époque, je sais plus, quasiment rien. On est en quelle année? On va être en,
J'avais 18 ans à peu près, 18-19 ans. Allez, dans les 2003? débuts, ouais, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Et du coup, on y va, ils nous ouvrent une société à 1 euro de capital. Et du coup, on ouvre une société qui s'appelle Stand Up Net, Stand Up Nettoyage. Lève-toi et nettoie. Juste, l'idée, c'était bien ça pour nous. Et du coup, on est rentré dans ça et on a commencé à faire les nettoyages de chantier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui, il avait un chantier, derrière le nettoyage, il nous le sous-traitait. Donc voilà, nous, on était hyper contents. À 18 ans, on avait notre première société. Et tu sais, n'ayons pas peur des mots, mais il n'y avait pas, voire très peu de Noirs qui entreprenaient. Ouais. Parce que malheureusement, c'est un peu les vestiges de la colonisation où les parents viennent déjà en France et sont un petit peu frileux. Ils te poussent à prendre un travail assez conventionnel, assez déjà carré, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Là où, par exemple, la communauté maghrébine qui est arrivée avant la nôtre, hein, Mhm. et n'a pas eu à dealer avec ce problème-là. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a des modèles, il y a des gens qui t'ont inspiré? Bah, en fait, par exemple, sur ce moment précis où je te parlais, j'avais pas d'inspiration. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui m'inspirait. Même des gens outre-Atlantique? Même des gens outre-Atlantique. J'avais pas d'inspiration. C'était une situation, un ami à moi qui était maghrébin, tunisien, Talel, big up. Et du coup, il y avait une situation et tout de suite une opportunité et un instinct de vouloir saisir une opportunité. Donc, en fait, est-ce que réellement j'avais conscience dans quoi je rentrais et que pour moi, ça allait être une vocation après, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas. Je pense que j'y suis allé par instinct. Donc, du coup, je suis rentré dedans. Et moi, je veux que tu me parles de tes premières difficultés parce que c'est pas toujours évident de travailler en binôme. Mhm. Déjà, dans un premier temps, Tout à fait. qui plus est là, tu es très jeune et c'est ta première expérience. En fait, tu as l'idée de dire je suis chef d'entreprise et très rapidement, on t'explique qu'il y a les URSSAF, on t'explique qu'il y a les impôts, qu'il y a la Absolument. TVA, on t'explique qu'une facture que tu fais, bah toi, tu crois que c'est le bénéf au départ. C'est pas le bénéf, mon ami. Tu dois payer. Donc, très rapidement, effectivement, il peut y avoir des idées et des pensées divergentes. Ça veut dire que là, on était deux, c'était pas très complexe, mais il y avait quand même cette histoire de on a été, par exemple, c'est un truc aujourd'hui qui sert à rien, mais 2 gérants pour dire on est à égalité. Mais c'était des petites choses comme ça, mais qui derrière, par exemple, nous ont coûté extrêmement cher en termes de stratégie, par exemple. Donc, au départ, il y a une difficulté de connaissance même de l'aspect administratif, juridique, gestion, comment bouger les bons pions dans la création d'une entreprise. Ça, par exemple, ça nous a coûté cher. Très, très cher dès le départ. Ça a été une des causes pour laquelle, très rapidement, on est passé à autre chose. Très rapide. Mais ça a été une expérience, déjà, d'aller... c'est bien beau de dire t'es chef d'entreprise, mais on allait porter des gravats. C'était ça, notre idée. Ça veut dire que c'était pas... très vite, on s'est dit, ouais, c'était pas aussi fun que l'on pense. Donc là, la difficulté, elle nous efface. Il faut se lever très tôt. Il faut finir tard. Il faut aller louer, acheter des camions, c'est beaucoup de choses qui, au départ, pour des jeunes de 18 ans, on commence à se regarder, à se dire « Ah, c'est comme ça. C'est pas aussi rose que l'on pense. » Mais finalement, on y va. Et comment, au bout de combien de temps même, vous avez pu vous faire vos premiers salaires? Je crois qu'on ne s'est jamais fait de salaire sur cette boîte-là. Je crois qu'on s'est jamais fait de salaire sur cette boîte-là. Je me rappelle pas avoir eu de fiche de paye de Stand Up Net. Je crois plutôt qu'on a été très utilisateur un petit peu de frais, voilà, avec la société. On pouvait se permettre d'utiliser un peu des frais de fonctionnement et tout, etc. Et très rapidement, au bout d'une année, on est passé sur l'organisation de soirées, des choses qui pour nous, 2 mondes complètement différents, mais qui étaient un peu plus fun. Donc réellement, ça a été, on va dire, l'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat de manière dure, mais finalement, c'était une bonne école. C'était une bonne école. Mais juste derrière, après, on est passé sur Stand-Up Net, c'est changé en Stand-Up Event. D'accord. Donc, du coup, c'était la création et organisation d'événements. Exactement. Sur Paris même? Paris, ça a été Tunis, Hammamet, parce que mon associé, c'est un Tunisien. On a fait Cannes, beaucoup, Cannes, notamment, voilà, ça a été ça. Mm-hmm. Et
tu sais, si je martèle depuis tout à l'heure le fait que malheureusement, on a eu quelques vestiges, quelques craintes, etc., toi, j'ai l'impression qu'à 18 ans, il n'y avait pas ces aspects-là. Ils étaient totalement inexistants. C'était quoi? C'était dû à... C'était de l'insouciance, tout simplement? Je pense que c'était dû à soit de l'insouciance, ou plutôt un élément de il n'y a pas le choix, il faut y aller. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très, très marqué. On n'a pas le choix, il faut y aller. Et est-ce que cet état d'esprit était propre à ton environnement, à ton quartier? Je m'explique parce que tous les quartiers ne se ressemblent pas en réalité. Tu vois, il y a des Tout à quartiers fait. qui sont beaucoup plus en avance sur l'entrepreneuriat, sur toute cette vision un peu américaine même, j'ai envie de te dire, tu vois. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus en dilettante, qui attendent que les choses se passent. Tu vois, moi, je veux savoir c'est comment à Place des Fêtes. Place des Fêtes, c'est un quartier où, de base, on va dire, l'entrepreneuriat tel quel, il n'y en avait pas beaucoup des entrepreneurs à Place des Fêtes. Il n'y en avait pas beaucoup des entrepreneurs à Place des Fêtes. Par contre, il y avait des bons businessmen à Place des Fêtes. C'est-à-dire que c'est un quartier, c'est la banlieue dans Paris. Ok. C'est la banlieue dans Paris. Donc, il y avait des gens très, très smart. Il y avait des gens très visibles. On avait le rôle modèle de réussite d'une certaine manière était présent. Après, c'était pas un rôle modèle de l'entrepreneur qui a réussi. Ça, c'était pas ce rôle modèle-là. Mais en tout cas, il y avait un état d'esprit qui est l'état d'esprit de on y va. Et ça, c'était un état d'esprit très présent à Place des Fêtes. C'est il faut faire, faut faire en fait. On y va. Donc ça, je pense que ça a dû, parce qu'on grandit avec cet environnement-là, on y va en fait. Très bien, Frangin. Et du coup, après, tu t'es diversifié avec l'organisation d'événements, etc. C'était ton unique activité? Au départ, pendant un moment, ouais. Pendant un moment, c'était mon... Financièrement, tu t'en sortais mieux? Là, c'était mieux. D'accord, tu étais C'était mieux. un peu plus dans ton élément. J'étais bizarrement pas dans mon élément. D'accord. Parce que je suis pas quelqu'un de très festif en vrai. Je m'endormais dans mes soirées. L'idée encore, c'était ça faisait de l'argent. Ouais, on y va. C'était ça. Après, très rapidement, je suis arrivé à c'est pas mon monde. Je suis pas un mec de la nuit en vrai. Du coup, je m'endormais. Au bout de 2 ans, ça m'avait déjà saoulé. Et dans mes soirées, j'arrivais et tout, etc. J'étais plutôt plus en mode kiff sur l'aspect stratégie, marketing et qu'est-ce qui va faire fonctionner la soirée que le jour de la soirée elle-même. Je sais pas si tu vois vraiment l'idée. Donc, j'étais plus en mode, OK, comment on va organiser le marketing? Comment on va faire pour que la soirée fonctionne? Le jour de la soirée, je pouvais être le mec qui est derrière et qui était dans le vestiaire, clairement. Et tu travaillais quoi, avec des pros? Oui, on a travaillé avec des professionnels du monde de la nuit. On a émis des... après, ça, c'était des directeurs de boîtes, des RP, etc., etc. Franchement, on a travaillé avec tout cela. Ouais. Donc, ton affaire fonctionnait plutôt bien, etc. Tu t'es diversifié déjà dans un premier temps. Ouais. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Directement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, malgré tout, ça a commencé à faire 3-4 ans, du coup, que j'étais, du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je commençais déjà aussi à comprendre que il y avait diverses façons de pouvoir arriver, en fait, à vraiment être dans un entrepreneuriat structuré. Et là, entre-temps, j'ai un grand cousin à moi, Ibou Cissé, big up, de Place des Fêtes, qui me dit « Ouais, Kader, tu fais quoi ?» Je lui dis « Je fais ça, ça, ça. » Il me dit « Laisse tomber, c'est de la merde, viens. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « On va dans les énergies renouvelables. » Et donc, du coup, ce que je fais directement, je lui dis « Vas-y, OK, moi j'en suis, je te suis. » Et là, du coup, on a lancé une boîte dans la pose de tout ce qui est panneaux solaires photovoltaïques, du coup, pompe à chaleur. Et on a lancé K-Energy. Et là, quand on a lancé K-Energy, on devait être dans les années entre 2005 à peu près, 2005-2006. On a lancé K-Energy. Et là, vraiment, c'était la grosse expérience entrepreneuriale. C'était la grosse première expérience entrepreneuriale structurée. Pourquoi? Parce que c'était des bureaux, c'était une vingtaine d'employés, c'était des camions, c'était des pauses un peu partout dans toute la France. C'était du secrétariat, de l'administratif, du juridique. Là, on est rentré dans... C'était lucratif.
C'était lucratif. C'était c'était lucratif, ouais. C'était Il faut lucratif. qu'on se le dise, Ouais, hein, c'était c'est important. lucratif. Et c'est magnifique. Et shout out à Ibou Cissé, De c'est fou. très bien. Et tu sais, voilà, là, c'est ton expérience, etc. Moi, ce qui m'a interpellé, et on y viendra, c'est que quand on s'est vu pour la première fois, tu étais organisé. Ça veut dire que tu me parlais de tes projets au Sénégal, tu me montrais des grands buildings avec des gros investissements, n'ayons pas peur des mots, etc., des projets vraiment démentiels. Mhm, Et tu sortais des sommes qui étaient conséquentes, mais qui ne t'effrayaient pas. mhm. Moi, je veux savoir, c'est à partir de quand que tu as réellement franchi le pas. Parce que là, c'était bien en 2006. Tes projets commençaient à voir le jour, tu t'épanouissais et c'était lucratif. Mais je veux savoir à partir de quand tu as voulu faire les choses en plus grand. Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès que ça s'est arrivé, on a commencé à palper de l'argent, tout simplement, hein, clairement, avec les énergies renouvelables. Ça avait vraiment le vent en poupe. Arrivé à un moment donné, quand ça a commencé à baisser, on va dire dans les années 2008-2009, plus particulièrement, moi, entre-temps, justement, c'est de là qu'est née l'idée d'African Fusion. J'étais tout le temps au bureau, tous les midis. Et je me disais, bon, on mange quoi? Après, là, il y a il y a le sang qui remonte. C'est bien, le grec, c'est bien tout ça, mais le tchèp de la maman, elle va nous manquer. Le yassa et tout, etc. Et je me dis, bon, de temps en temps, ce serait bien de pouvoir manger ça. Quand je commence à faire mes recherches, il n'y a rien. Je trouve rien. Sinon, il faut que j'aille au foyer ou dans des restaurants très, 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 très longs et surtout qui correspondaient absolument pas à la vision que nous, on pouvait avoir aujourd'hui du besoin d'un type de restaurant africain. Et là, l'idée, elle commence à germer dans ma tête. Je me dis, mais c'est bizarre. On est tout ça comme Africains en France et on n'a pas réellement quelque chose qui peut correspondre aux standards aujourd'hui de la restauration. Et du coup, l'idée m'est germée. J'ai dit, OK, quand les énergies renouvelables, ça a commencé à vraiment baisser parce qu'il y a eu des coupures de crédit d'impôt et tout, etc. À ce moment-là, je me suis lancé et là, je suis parti chercher 2 amis à moi d'enfance avec qui j'ai grandi, Doucouré Sidiba et Fall Bakari. Je leur dis, écoutez, vas-y, on va vendre du riz. Au début, tu te doutes bien que tout le monde me dit, t'es devenu fou. On va pas vendre. On va pas vendre du riz. J'ai dit, si, on va vendre du riz. Et allez, il y a un travail. Tu connais, c'est normal. Au début, tu emmènes ça à quelqu'un aux gens. Tu lui dis ce qu'il me raconte, lui. Et du coup, bah, moi, je suis tous les jours avec Sidiba. C'est-à-dire que c'est mon acolyte avec qui je marche tous les jours. Et tous les jours, je lui mets un petit peu une piqûre de viens, on va regarder vite fait là-bas un restaurant s'il n'y a pas un local. Au début, il me regarde en me disant, mais il est complètement malade. Il me parle de vendre du riz maintenant. Et dès que ça s'est rentré et qu'on a commencé à vouloir rentrer dans la restauration en se disant, en fait, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On va pas vendre du riz. En fait, on va créer la première chaîne de restauration africaine au monde. Est-ce que tu captes de quoi on est en train de parler? Et là, en fait, la vision, elle change. Là, en fait, on passe de l'idée de vendre du riz à devenir les leaders mondiaux dans quelque chose. Mais est-ce que c'est possible? Là, oui, c'est possible parce que le marché n'existe pas. Parce qu'en fait, on va tout faire pour nous créer ce marché-là. Et là, maintenant, l'état d'esprit rentre dans quelque chose de plus important. Magnifique. Et est-ce que l'État vous a accompagné? Non. Je parle en termes de subventions parce qu'il y a des choses qui sont possibles. C'était uniquement des fonds propres? Uniquement des fonds propres. Uniquement des fonds propres, uniquement des fonds propres. Et les frères que tu viens de citer étaient déjà costauds financièrement? Réellement, c'était tout le monde travaillait un peu. Ouais. Ils avaient aussi leur expérience. Donc, on a pris notre petite love money, comme on appelle ça. Et hop, on a mis notre argent sur la table et on est parti. C'est magnifique, mon frère. Et donc, du coup, le premier restaurant était où? Rue des Pyrénées, où tu m'as vu. Ok, c'est le tout premier. Le tout premier. Magnifique. Le tout premier. On est venu, en plus, comme c'était un restaurant qui était en bas de notre quartier, au début, parce que les rigoles, c'est juste en bas, on s'est regardé un peu bizarre en disant, tu penses que, ouais, pourquoi pas, mais en fait, on avait une appréhension de se dire, vu que notre idée, c'est d'aller voir grand, est-ce qu'en commençant dans notre quartier, on rétrécit pas cette vision? Bien sûr. Est-ce qu'on lui donne pas en réalité un aspect quartier alors que nous, au contraire, on veut lui donner une visibilité beaucoup plus importante? Après, en pesant le pour et le contre, on s'est dit non. Finalement, là où c'était, ça correspondait à nos critères et on pouvait aussi, et c'est important, avoir le soutien des nôtres. Ça aussi, au départ, c'est important. Parce que toute chose on se fait pas tout seul. On se fait pas tout On seul. se fait pas tout seul. Et donc, du coup, avoir le soutien des nôtres. Et quand on a ouvert là-bas, franchement, Dieu merci,
Le succès n'a pas attendu, ça a explosé. Et c'est magnifique de rendre hommage au tien comme tu le fais, frérot. Et moi, je veux que tu me parles des complications, du moins de la complexité des débuts. Mhm. La complexité des débuts, elle est très présente, surtout quand tu rentres dans un autre secteur. Ça veut dire que réellement, je connais pas la restauration. Aucun de mes associés ne connaît vraiment la restauration. Donc, du coup, comment on fait pour pouvoir maîtriser un art, un travail, un secteur? Du coup, on a tout de suite pensé formation. Formation en HACCP. Formation sur la partie gestion liée à la restauration. On est parti voir des pairs pour essayer de nous accompagner. Et du coup, hommage à Aziz Njai, un restaurateur qui a le village à Parmentier, qu'on est parti voir. Et quand on lui a dit notre projet, il nous a regardé, il a dit allez, vas-y mes neveux, je vous accompagne. Oh, bien. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'on a vu d'autres personnes avant qui étaient, entre guillemets, à cette époque-là, un petit peu au devant de la caméra sur la partie restauration africaine traditionnelle. Quand on est parti voir ces gens-là, ils nous ont demandé, je crois à l'époque, c'était 50 € de l'heure pour discuter avec eux. Et nous, ça nous avait choqués. Et du coup, on s'est dit, mais c'est comme ça? Et du coup, finalement, on a trouvé d'autres personnes qui, eux, nous ont accompagnés et qui nous ont dit, venez, je vous prends par la main, je vais vous montrer ce que moi je sais. Et ça, c'est très important. Ça nous a beaucoup aidé. Et est-ce que tu étais dans les fourneaux au début? Non. Jamais? Jamais. Uniquement dans la gestion? Non, c'est-à-dire que j'étais au service. Aller faire les courses, on le faisait tous. Dans la gestion, dans la communication. Mais on avait nos cuisinières, on est parti trouver nos mamas, d'accord, des tatas qui sont venus parce qu'on voulait que ce soit de la frappe. On voulait que ce que les gens viennent manger à African Fusion, ce soit de la frappe. Donc on est parti, on a pris 2 tatas, une qui était là tous les 2-3 jours pour qu'elle se fatigue pas, parce que c'est un métier, c'est dur. Cuisiner à la maison et cuisiner dans un restaurant pour un volume de personnes, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes rigueurs, c'est pas le même travail. Donc du coup, on a trouvé ces 2 tatas qui nous ont accompagnés et alhamdoulilah. Franchement, c'était top. C'est magnifique. Et tu sais, c'est bien que tu aies tout à l'heure rendu hommage à ton environnement, à ton quartier, en disant que dès le départ, ils ont répondu présent. Mais malheureusement, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que tu sais, aujourd'hui, quand tu commences à t'en sortir et qui plus est, quand tu t'installes dans ton coin, il peut y avoir des envieux. Il peut y avoir des gens qui ne veulent pas vous voir grimper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est des paramètres que toi, tu as pris en considération? C'est des paramètres qu'on est obligé de considérer. Mais par contre, c'est des paramètres qui, en tant que chef d'entreprise, doivent être quelque chose de très infime dans notre manière de penser. Bien. Pourquoi? Parce que si on s'arrête sur l'idée de ce que notre entourage peut avoir de ce que l'on va faire, très certainement, on ne va pas faire grand-chose. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, est-ce que c'était destiné que à eux? Non. Notre idée, on ne peut pas vouloir devenir leader en disant que je vais m'arrêter à est-ce que les gens de Place des Fêtes vont venir manger chez moi? Comment on démocratise? L'idée, c'était démocratiser la cuisine africaine. Donc, dans cette démocratisation, il fallait communiquer. Il fallait aller faire en sorte que des gens de loin viennent manger chez nous. Et c'est ce qui s'est passé. Des gens de partout venaient manger à African Fusion. Il y avait des queues. On était obligé d'emprunter des tables au restaurant à côté parce que. Et du coup, c'est pas que notre quartier qui a répondu présent. En fait, c'est de manière générale, je vais dire, une génération, la communauté, mais voire au-delà. Au-delà. Parce que moi, au départ, est-ce que l'idée, c'était pour démocratiser quelque chose? Est-ce que c'est que des Africains qui allaient venir manger un tchèb que leur maman pouvait faire chez eux? Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont découvrir. C'est des gens qui veulent peut-être, arriver à un moment donné, vouloir faire découvrir à d'autres. Donc ça, c'était très important dans notre vision. Et à partir de quand tu as voulu, pas te diversifier, mais ouvrir d'autres restaurants, agrandir un peu le business? Franchement, l'année d'après, on en a ouvert un autre dans le 11e. Ça veut dire que quand on a pensé le business model, on a pensé le business model avec un code couleur. On a pensé le business model avec quelque chose de duplicable, en se disant que très rapidement, il faut qu'on ait une identité de marque, etc. Pourquoi le orange? Pourquoi pas le jaune? Pourquoi le marron? Pourquoi tout ça? Ça veut dire que c'est des choses qu'on a dû
étudié. Vous aviez des conseillers? On avait des conseillers. On a été conseillés par rapport à ça. On a très vite essayé de s'entourer. Je pense que l'idée première, c'est de se dire, ce qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Et lui peut, d'une manière ou d'une autre, nous l'apporter. En payant, des fois en s'associant, peu importe. Mais il faut aller chercher ça. Parce qu'au départ, ce que tu ne sais pas, si tu veux l'apprendre, des fois, ça prend énormément de temps et c'est au risque et péril de ton entreprise. Donc, du coup, ça, smart, c'est très important. très smart. Franchement, je suis vraiment impressionné par tout ça. Et donc, tu as ouvert un second, puis il y a eu un troisième des années plus tard, etc. Bon, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Toi, je sais qu'à un moment donné, tu n'étais plus basé sur Paris. Pour quelle raison? Du coup, en fait, dans l'agrandissement d'African Fusion, il y a un des associés qui nous a quittés, qui a préféré faire autre chose pendant un moment. Donc, il a été remplacé par un autre qui s'appelle Audrey Tuzolana, qui est lui un ancien handballeur et qui, quand il est venu, il a vu le projet, il a dit, moi, je vous suis. Donc, du coup, lui, il est venu, c'est lui le troisième. Ensuite, à travers ça, on a eu un autre frère aussi, d'accord, qui s'appelle Moussa Sissoko, qui est venu, qui nous a dit, écoutez les frères, je vous suis aussi, d'accord. Je crois au projet, je crois en où peut aller et devenir African Fusion, on y va. À partir de là, on avait, en guillemets, les moyens d'investissement pour ouvrir, pour continuer à avancer de manière encore plus importante. Mais comment tu fais pour gagner leur confiance? Franchement, je sais pas. Parce que on te connaît pas dans le sillon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui ont quand même un petit portefeuille peuvent être frileux parce que ils sont tout le temps sollicités. Ces personnes sont tout le temps sollicitées. Donc, comment tu fais? En fait, ça a été des rencontres fortuites. Moi, c'est pas moi qui suis allé voir quelqu'un. C'est par exemple, c'est deux manières. Une rencontre pour Audrey, c'était avec un de mes associés, Sidiba. Ils se sont retrouvés en Turquie. Le courant est bien passé. Il est venu, il a vu le business. Il a dit j'aime bien. Pour Moussa, c'est un ami en commun. Il est venu manger dans celui du 18e. Il a dit ça c'est une dinguerie. Appelle-moi la personne. Et je suis venu, on a discuté. Et Dieu a fait que le courant a matché. Et on est parti dans le projet. Et tu sais, je vais reprendre ma question d'avant en disant qu'à un moment donné, tu n'étais plus basé sur Paris. Oui, tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux me donner les raisons, s'il te plaît? Et comment tu as fait dans un deuxième temps pour gérer à distance? À distance. La raison pour laquelle j'étais plus basé à Paris. Tu peux nous dire où tu étais? À Londres. À Londres. Du coup, c'est justement dans l'aspect aux besoins de développement. Arrivé à un moment donné, on avait des fonds qui devaient venir sur Paris. D'accord? Mais ces fonds-là étaient des fonds qui n'étaient pas basés sur la France, qui étaient basés à l'étranger. D'accord? Le système français n'acceptait pas ces fonds. Tout simplement. Donc, du coup, moi, en tant que gérant, j'ai dû, en fait, être basé à l'étranger pour pouvoir percevoir ces fonds. C'est-à-dire, déjà, on se rend compte que, je comprends pas. En fait, je vous demande rien. On arrive à se débrouiller entre nous pour vouloir créer quelque chose et avancer, mais vous nous posez des bâtons dans les roues. Si je peux me permettre de t'interrompre 2 secondes. D'où provenaient ces fonds? D'Angleterre, justement. Uniquement d'Angleterre? Uniquement et pour quelle raison l'État français ne les acceptait pas? Non, parce que pour eux, ils considéraient qu'il y avait une incompréhension de comment, on va être simple, des jeunes Renois peuvent aujourd'hui avoir la possibilité de versement, je dis une bêtise, de 300 000 € qui arrivent net sur leur compte. D'accord? Même si la provenance était parfaitement identifiée, en fait, il y avait cette frilosité des banques françaises qui est celui de « ça se passe pas comme ça normalement. Normalement, tu prends un crédit chez moi. » Ok. Normalement, pourquoi tu y arrives comme ça? Et donc ça, c'était un élément qu'on n'avait pas pris en compte. Et qu'à ce moment-là, ça a été une période très difficile en réalité pour nous. Pourquoi? Parce que entre prise d'engagement, parce qu'on savait qu'on avait l'argent, et des éléments qui venaient pas. Et ça veut dire que c'était un grand écart. C'est-à-dire que je m'asseyais dans mon bureau et je comprenais pas la situation. Je vous demande rien, en fait. Je vous dis juste accepter et voilà la preuve, parce qu'ils appellent ça des KYC, c'est-à-dire des contrôles d'où provenance. Tout était OK. Avocat, tout. Mais malgré tout ça,
la France a décidé, ou le système bancaire a décidé que c'était non. Et sauf que nous, ça nous a posé des grosses difficultés à ce moment-là. Ça nous a, vais-je dire, encore pendant des années, cette problématique a été difficile pour nous. Donc, du coup, finalement, moi, j'ai dû aller à Londres, m'installer à Londres, et en tant que résident londonien, pu percevoir les éléments pour ensuite pouvoir réinvestir et faire les choses. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a ouvert notre restaurant à Londres, parce que j'y étais basé, tout simplement. Ça job tout le temps. Ça job, ça apprend, ça réussit, et des fois non. Ouais. Mais en tout cas, ça apprend. Et en termes de business, tu trouves des similitudes entre Londres et Paris? Non. Il y a des similitudes, mais en vérité, c'est deux mindsets complètement différents. C'est-à-dire que Londres, contrairement à ce que je viens de dire juste avant, il n'y a pas de question de couleur de peau pour l'argent. Non. Ça veut dire que business is business. Ça ne veut pas dire que, en réalité, chacun n'est pas dans son coin. Ça veut dire que les whitish sont avec les whitish, les blacks sont avec les blacks, les pakistanais sont entre eux. Et plus qu'en France, l'aspect communautaire est beaucoup plus présent à Londres qu'en France. C'est-à-dire que le mélange se fait beaucoup moins. Mais cependant, businessment parlant, quand il s'agit de parler business, il n'y a pas telle couleur thé. Il y a tu payes now et c'est bon pour nous. Donc ça change quand même la manière de pouvoir avancer assez rapidement. Je comprends totalement. Et ça correspondait peut-être un peu plus à tes attentes. Exactement. Et une perception du business qui est beaucoup plus pragmatique. Et tu as fait combien de temps là-bas? 5 ans. 5 ans. C'est beaucoup. Ouais, D'accord. Et tu avais pour ambition après de revenir ici? L'ambition, c'est... En fait, c'est pas de revenir m'installer personnellement. J'avais plus cette ambition-là. Ouais. Mes entreprises, elles sont là. Je suis français et je suis quelqu'un qui aime bien dire que je suis français. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, la France, c'est chez moi. Donc, je suis là, mes business sont là et on développe ici. Donc, mais par contre, personnellement, vivre, j'avais pas cette envie ni ce besoin de revenir vivre en France. Ça m'allait très bien de faire des allers-retours. Et voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure pendant notre échange, je t'ai dit que Mokobe était un associé désormais. Donc, c'est quelque chose d'officiel. C'est lui qui t'a démarché? Du coup, en fait, l'idée avec Mokobe aujourd'hui, c'est un partenaire. D'accord. Ok, plus qu'un associé, c'est un partenaire. Ça veut dire qu'on a émis ensemble de travailler, d'accord, sur l'idée de développement d'African Fusion. Donc du coup, on a travaillé ce partenariat mutuellement, d'accord. Et effectivement, il y a eu une connexion. C'est-à-dire que j'ai une personne entre nous deux qui est venue qui nous dit, mais en fait, le mindset que tu as, Kader, et le mindset d'un mec comme Mokobe sont deux mindsets qui peuvent coller ensemble et qui peuvent faire avancer cette volonté de faire en sorte que la culture culinaire africaine soit au top et elle soit à la place de ce qu'elle mérite, tout simplement comme les autres. On n'est pas une sous-gastronomie, on n'est pas une sous-culture. Donc aujourd'hui, faut savoir que l'aspect culinaire, c'est un soft power. C'est-à-dire que clairement, il y en a à travers ça qui posent leur marque. Aujourd'hui, c'est pas anodin que tout le monde mange McDonald's. Si dans tous les films américains, les gens allaient manger un Big Mac. Donc inconsciemment, on a été nourris à ça. Absolument. C'est un soft power aujourd'hui. Et donc, c'est la même chose pour nous. Ceux qui ont cette envie de, à travers aussi la gastronomie, dire que chez nous, c'est pas tout qui va mal. Et d'ailleurs, regardez culturellement parlant ce que on apporte. Et la gastronomie, c'est quelque chose qui réunit les gens. Dire si j'invite un blanc, un jaune, un vert, un rouge à manger et que c'est bon, on a tous le sourire. Ma parole. Et ça, c'est quelque chose qui est fort et puissant et qui mérite d'être mis en avant. En fait. C'est très bien parce que tu rassembles à travers ton discours, à travers tes actions, et c'est ça qu'on aime entendre, mon frère. Et tout à l'heure, je te parlais, je te disais que t'avais cette capacité, cette force d'attirer des énergies vers toi. On l'a vu avec Mokobe qui ne te connaissait pas déjà au préalable, mais qui a foncé tête baissée en croyant en ton projet. Et ça, franchement, je suis obligé de te tirer mon chapeau et te féliciter pour ça, frère. Merci. Et
par la suite, voilà, tu fais que de développer des business et tu es épanoui, hein, à l'étranger, t'as des envies? Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une envie de développer et de développer aussi en Afrique. Du coup, que ce soit à Marrakech ou bien encore au Sénégal, on a cette envie de faire chez nous et de faire avancer les choses. Donc, on est présent à vouloir travailler sur de l'immobilier. Aujourd'hui, on a un projet au Mamel, d'un immeuble de 8 étages. Qui est au Sénégal. Au Sénégal, exactement, à Dakar, de 16 appartements. Voilà, pareil, on s'est réunis avec les bonnes personnes et on s'est dit, allez, hop, on y va. Dans ce projet-là, big up aux frères aussi avec qui on est, Gallo Diallo de Smile, avec qui on est, voilà, Sidiba et d'autres, sur lequel on est, et on y va, on pose, on essaie de faire en sorte que les choses se passent bien, et on développe. Pour nous, ça donne de l'économie chez nous, ça nous met un lien toujours un peu plus important avec nos racines, et même pour nos enfants, de voir que leurs parents sont entre deux, et qu'ils n'oublient pas d'où venaient leurs parents, ils y vont, ils retournent, ça nous permet de garder des liens très importants avec le continent. Et donc, tous les business qui sont tournés autour de l'Afrique vont avec cette idée-là. On ne vient pas en sauveur. On vient en disant, voilà le peu qu'on connaît, voilà ce que l'on peut faire. Et si ça peut être une plus-value pour notre pays d'origine et nous-mêmes, bah, allons-y avec force. Et quand est-ce que ton projet verra le jour? Il y a à peu près 18 mois. Ouais. Bah, on a déjà commencé les fondations, les premiers trucs. Donc, je pense dans 18 mois, ça y est, pour les mamelles, ce sera bon. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Et en termes d'accompagnement, c'est encore des fonds propres? Pareil. Mais c'est quoi cette vision? Tu ne fais pas confiance aux banques, toi? Religieusement parlant, je ne fais pas de crédit. Il n'y a pas de crédit, religieusement parlant. On n'est pas dans le crédit, donc on se débrouille entre nous et on met nos petits fonds cumulés. Et en réalité, toi, plus moi, plus lui, plus l'autre, finalement, on ne se rend pas compte, mais on a un peu de force, en fait. Quand c'est ensemble, ça va, ça marche. Et parle-moi de l'importance de trouver des bons partenaires, parce que parfois, on entend des histoires farfelues où il y en a un qui part avec la moitié du magot, il y a quelqu'un qui n'a plus les fonds parce qu'il les a mis ailleurs, etc. Si tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît. Ça, c'est... En fait, je pense que une chose est importante, c'est de bien comprendre avec qui on est et avec qui on veut travailler. Il y a des gens, on peut être amis, sincèrement, mais on ne peut pas faire du business ensemble. C'est pas méchant, c'est deux choses différentes. Absolument. Il y a des gens avec qui on peut être amis et avec qui on peut faire du business ensemble. Et il y a des gens avec qui on n'est pas forcément amis, intimes, liés, mais avec qui on peut faire du business ensemble. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 façons de voir les choses. La première, t'es mon frère, t'es mon ami, mais tu corresponds pas à ma vision du business. Pourquoi? Parce que je sais que t'es plus ou moins carré, que pour moi, la rigueur qui me prend, c'est pas la tienne. Je t'aime bien, on va manger quand tu veux, mais il n'y a pas de business ensemble. T'es mon frère et on a la même manière de penser. On a surtout les mêmes valeurs et les mêmes principes. Ça, c'est très important. Et ces principes-là, on les voit pas au moment de poser l'argent. On va les voir, toi et moi, on va voyager. Et je vais apprendre à te connaître. Absolument. Ouais. Tu vois, Absolument. toi et moi, on va avoir une difficulté. Je vais apprendre à te connaître. Comment tu vas réagir à ce moment-là? Est-ce que au moment de la difficulté, tu vas garder tes valeurs ou pas? Est-ce que à ce moment-là ou quand ça va pas, tu vas garder tes principes ou pas? Et ça, je pense que ça nous permet d'avancer. Et bien souvent, peut-être que cet ami-là en question, à qui j'ai confiance, il a lui une autre connaissance que je connais pas moi forcément, mais qui en réalité a les mêmes valeurs que moi. Et du coup, si lui, il me dit, lui, comment moi je le connais, c'est bon pour nous, et ben finalement, comme moi je fais confiance à lui, bah, bismillah. Et souvent, ça arrive à faire des choses intéressantes. Ça fait du bien ce que tu dis parce que c'est très juste. Mais en même temps, c'est l'expérience qui parle pour toi. Tu vois, aujourd'hui, quand tu t'assois autour d'une table avec des personnes qui peuvent mettre des gros sous sur la table déjà, ça en dit long. Bien sûr. Bien Tu sûr. me suis? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce qu'en vrai, c'est petit à petit. Absolument. Et on fait les choses
c'est le temps. Et peut-être qu'on a commencé tôt, donc ça nous a permis de voir les. Je suis persuadé, c'est pour ça que je t'ai lancé sur ça. Ça nous permet de voir les choses assez rapidement. Mais c'est vrai, c'est l'expérience. Et parle-moi, s'il te plaît, de la dureté de la vie d'un entrepreneur, des craintes, parce que, tu sais, quand on subit tant de pression, etc., eh ben, il y a parfois, c'est madame qui ramasse les pots cassés. Tout à fait. Parfois, c'est les enfants. Tout à Quand fait. je te parle de ça, c'est en termes d'absence, en termes de... Tu sais, la femme, parfois, elle va recevoir un mari qui a le blues, qui est dans ses pensées, qui a... Et moi, je veux que tu me parles de ça, s'il te plaît, de cette face que l'on ne voit pas, ou du moins que les gens ne peuvent pas percevoir. Bah déjà, en fait, franchement, t'as appuyé juste. Parce que déjà, big up à ma femme. Un grand big up. Parce qu'en fait, un entrepreneur, en tout cas qui est en même temps mari et père, en réalité, son premier associé, c'est sa femme. Absolument. Donc, bien souvent, nous, on est les gros bras qui sont au devant. Exact. Mais en réalité, si aujourd'hui je peux être là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mes enfants. Et c'est parce que derrière, psychologiquement, je suis assez serein pour me dire que toi, va au charbon, derrière, c'est maîtrisé. Donc, encore une fois, ça, c'est hyper important. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut trouver la personne qui accepte, en réalité, d'avoir un mari avec une grande ambition. C'est pas tout le monde qui peut. Parce que il y a forcément, en réalité, des difficultés, d'accord, des moments d'incompréhension qui vont se créer parce que l'absence, parce que aujourd'hui, moi je vais dire je peux pas parce que je dois être dans tel pays, parce que mon ambition elle est internationale, parce que moi je rentre pas à 4 heures à la maison pour aller chercher les enfants, parce que pendant 2-3 semaines souvent je suis pas là, parce que quand je reviens je reste une semaine tout au plus. Et si on n'a pas la bonne personne pour accepter ça finalement, eh ben, on n'y arrive pas. Donc, encore une fois, le vrai sujet, et tu as bien fait de le pointer, on se fait jamais tout seul. Un big up à la madame. Shout out à toute la famille même, dans son ensemble. Et c'est beau, très juste ce que tu dis. Donc, d'un point de vue associatif, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place? Bah, en fait, aujourd'hui, on est, à travers African Fusion, notamment, on est très friand de pouvoir, dès que l'on peut, en tout cas, participer à des choses associatives. Pour nous, ça nous fait plaisir. Et de rendre aujourd'hui ce que l'on a, c'est une chose importante pour nous. Après, le tout, c'est que on a pensé des fois à créer quelque chose nous-mêmes, mais encore une fois, j'aime bien dire que chacun fasse son travail. Et si on a des gens qui sont compétents, qui ont déjà fait quelque chose, et cette chose-là, elle est pertinente et elle permet de faire avancer, au lieu de disperser les forces, faisons en sorte que on pousse déjà ceux qui sont là. Faisons en sorte de donner la force à ceux qui sont là. Le fait que moi, peut-être, je me concentre sur mon business et que ça fleurit, que celui qui a quelque chose en associatif et que pour moi, c'est pertinent, avec plaisir de pouvoir en fait y participer et de pouvoir donner la force à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a aussi cet élément de rôle, d'éléments qui nous permet de dire est-ce qu'on est tous en capacité de tout bien faire? Non. Pour moi, c'est non. Mais est-ce que dans notre entourage et autour de nous, de manière premier cercle ou un peu plus, des gens qui, eux, sont bons dans leur domaine et que l'on peut accompagner et aider à travers ce qu'ils font et les pousser? Là, je réponds oui. Et donc, je pense que l'idée, c'est d'arriver à identifier chacun dans son cercle ces éléments-là et finalement de créer quelque chose qui peut être un cercle vertueux et qui nous permette de faire avancer à notre petite échelle et très humblement les choses ensemble, tout doucement. Tu brilles, frère, sincèrement. Non, c'est juste une manière de voir les choses. Et où tu le vois, ton avenir, toi? Je pense que mon avenir, il sera en Afrique, Inch'Allah. Mon avenir, il sera en Afrique, Inch'Allah. C'est mon souhait. C'est mon souhait, c'est aujourd'hui d'aller encore plus. Je pense que nos pays ont besoin de nous. Dans l'idée, encore une fois, pas pour être
de venir comme si on savait tout. Non, de venir apporter notre petite connaissance complémentaire à ceux qui sont là-bas pour pouvoir faire en sorte qu'ensemble on avance. C'est-à-dire on a un continent où il y a tout à faire. Et on a un continent où rien qu'entre nous, en réalité, en idée de business et de commerce, si on réussissait à faire les choses, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de frontières, il n'y a pas d'élément de toi, t'es là-bas, etc. On est ensemble. Aujourd'hui, moi, je dis souvent, pour beaucoup, quand on nous voit, t'es noir, je suis noir. Avant d'arriver à Sénégalais, Nigérian, Guinéen, Malien, c'est déjà loin, ça. C'est t'es noir. La réaction qu'on va avoir, que les gens vont avoir envers nous, elle est juste déjà à travers cette barrière-là. C'est moi, c'est nous. Après, derrière, on va rentrer dans des conceptions un peu plus précises. Mais si on arrive à comprendre et pour moi, c'est vraiment ça l'idée que je porte, c'est que ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fort. Je dis pas que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition, c'est faux. Je suis un compétiteur. Je suis quelqu'un qui aime arriver, gagner. J'aime pas perdre. Mais est-ce que ça sous-entend que pour gagner, je dois mettre la tête de mes frères sous l'eau? Est-ce que ça sous-entend que pour gagner, je dois forcément mettre des coups de coude? C'est ça, en réalité, la vraie idée. Et est-ce que même pour aller plus loin, est-ce qu'en allant ensemble, finalement, on se pousse pas mutuellement à aller plus loin et au plus loin, que le meilleur gagne. Mais on est déjà ensemble loin. C'est ça la différence, en fait. Je pense que les gens, pour l'instant, ils n'arrivent pas à comprendre et qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement un peu égoïste. Oui, en partie, mais quand on réfléchit bien, finalement, non. Parce que bien souvent, tu veux que ça fonctionne, ton business. Ouais, c'est les gens qui vont le faire fonctionner. Si tu t'achètes tout seul, tu vas pas aller bien loin. Donc, tu as toujours besoin des gens. Tu as toujours besoin de comprendre les autres. Tu as toujours besoin de connaître le besoin des autres. Tu as toujours besoin d'avoir le ressentiment des autres. Est-ce que ce que je suis en train de proposer correspond en réalité à ce que les gens veulent? Donc, finalement, tu n'es pas en train de penser à toi. Tu es en train de te demander, finalement, pour que toi, tu réussisses, où taper pour que ça soit vraiment pertinent pour tout le monde. Donc moi, de cet avis-là, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a créé l'UMBA, l'Union des métiers de bouche africains. C'est ensemble, on va plus loin. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Kader. Sincèrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu brilles, frère, et on a besoin d'entendre ce genre de parcours, ce genre de frère qui fait bouger, qui rassemble. Et aujourd'hui, tu as tout ce que tu mérites. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi qui sort aussi, qui fait présenter aussi des entrepreneurs comme nous, parce qu'il y en a beaucoup. C'est aussi important de le dire. Des gens qui font des belles choses de manière générale dans notre communauté. Il y en a qui sont des gens de là, qui sortent des cités, des quartiers, qui font des belles choses. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, ton rôle, il est central parce que ça permet de faire comprendre aux gens que rien n'est impossible, qu'on part tous de nos difficultés, de nos faiblesses et de nos douleurs, voire même, vais-je dire, mais que à travers ça, on a la possibilité d'avancer, de faire de belles choses et de faire en sorte que peu importe aujourd'hui, des petits Africains qui couraient à Place des Fêtes ont aujourd'hui la prétention de dire on est précurseur et leader dans un marché et Inch'Allah, c'est que le début. Merci frère, merci. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon bas de frangin, j'ai nommé Kader Diaoune pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.